Ok, et bah hop là, avec 10 petites minutes de retard, désolé d'ailleurs, on va pouvoir se lancer. Du coup, ce webinaire qui s'intitule Comment positiver l'impact de nos voyages, qui est monté par l'association On the Green Road. Pour vous faire un petit peu le topo, On the Green Road, c'est une association lyonnaise qui est née il y a plus de 10 ans maintenant d'un tour du monde à vélo. L'idée de ce tour du monde à vélo, c'était de réaliser un documentaire pour parler de réalité sociétale et écologique des pays traversés. Et suite à la réalisation et à la diffusion de ce documentaire, il y a beaucoup de personnes qui sont venues voir notre actuel président Siméon pour avoir des conseils, pour réaliser un projet de voyage bas carbone, mais également pour réaliser un projet de documentaire en tant qu'amateur. Et depuis 2017, l'association elle, s'est implantée à Lyon dans le but de devenir une asso accompagnatrice de projets de voyage engagés. Donc on accompagne des personnes qui souhaitent monter un projet, partir en périple et revenir avec une œuvre médiatique pour parler d'un enjeu socio-environnemental en plus de leur récit de voyage. Et cette œuvre médiatique, elle peut être sous différentes formes. On accompagne autant des projets de documentaires, de podcasts, d'expositions photos, mais également de conférences, etc. Et enfin, une fois que ces voyageurs et voyageuses sont revenus de leur périple, l'association organise des événements pour diffuser ces documentaires ou ces œuvres médiatiques de manière générale. Et notamment, le plus gros événement pour nous à l'année chez On the Green Road, c'est le Festival du voyage engagé, qui a lieu chaque année, du coup, entre la période de mars-avril. Cette année, c'est du 11 au 13 avril. Donc, c'est un événement dans lequel vous pourrez retrouver pas mal justement, de documentaires, conférences, expositions photos, etc., qui parlent à la fois de voyages à impact positif, mais également d'un enjeu socio-environnemental creusé lors d'un périple. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder encore plus longtemps sur l'association, mais c'est aussi, on y reviendra un poil plus tard, l'association qui est à l'origine de la seule et unique, pour le moment, école du voyage engagé. Et c'est avec notamment ce programme qu'on organise ce webinaire sur comment positiver l'impact de nos voyages. Et du coup, pour intervenir lors de ce webinaire, je ne suis pas tout seul, effectivement. Je suis notamment avec trois personnes, dont la première est Pierre. Pierre, tu es donc chef d'entreprise, cycliste intensif, et tu vas réaliser un gros projet qui s'appelle STEP. Je te laisserai en reparler un poil plus tard, mais STEP, ça veut dire Stop à la sclérose en plaques. Et l'idée de ton projet, c'est de lier un projet de voyage, mais avec un projet de sensibilisation autour de cette maladie. Euh, En plus de Pierre, du coup, nous avons Mélodie. Mélodie, tu as eu une formation d'ingénieur dans le bâtiment et d'une école de commerce. Tu as suivi, on va dire, la voie du bonheur annoncée par la société. Donc, c'est grande entreprise, super salaire, jolie vie parisienne, etc. Mais finalement, pour toi, ça ne te parlait pas. Et tu as décidé justement de suivre une aventure beaucoup plus personnelle et notamment sur le chemin de Compostelle. Tu as tout quitté pour faire ce périple-là et tu as décidé d'y retourner, notamment pour tourner un documentaire. Je te laisserai en parler par la suite. Et enfin, pour nous accompagner, on a également Chloé Tessier. Du coup, Chloé, tu es une grande voyageuse, podcasteuse, juriste et anthropologue du droit. Et notamment, tu interviens pas mal auprès de l'association The Green Road, mais pas que, pour donner des formations et notamment autour de l'anthropologie, du droit, etc., etc. Voilà un petit peu pour les personnes qui vont intervenir sur ce webinaire. Et d'ailleurs, tout de suite, on va rentrer dans le bain. Est-ce que, par exemple, Mélodie, tu pourrais nous parler un petit peu justement de ton projet de voyage sur le chemin de Compostelle? Ouais, carrément. Bah, déjà, merci Antoine pour cette introduction et bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'être là et de vous parler de mon projet ce soir. Du coup, comme tu le disais, bah, moi j'ai un parcours, voilà, j'ai un peu suivi le chemin tout tracé. Donc j'ai fait une école d'ingé, une école de commerce et après j'ai travaillé à Paris pendant plusieurs années dans une grande entreprise. Donc sur le papier, j'avais tout pour être heureuse, mais j'étais vraiment pas heureuse du tout. Ce qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est la première fois que j'ai fait le chemin de Compostelle. Donc, c'était en 2020, où je suis partie marcher pendant un mois sur le chemin de Compostelle et où là, en fait, j'ai déjà, pour la première fois depuis des mois, voire des années, retrouvé un sentiment de bien-être, de joie, juste envie de vivre, quoi. Un truc que j'avais pas ressenti depuis très longtemps.
Et du coup, quand je suis rentrée de cette première marche, j'ai quitté bah, ma vie parisienne, mon travail à Paris, mon copain avec qui je vivais de l'époque. Enfin, j'ai vraiment tout quitté pour partir. À ce moment-là, j'étais très engagée dans l'environnement. Enfin, je le suis toujours, mais j'étais vraiment encore plus engagée qu'aujourd'hui. Et du coup, j'ai voulu faire des volontariats. Donc, j'ai fait pas mal de woofing, de voyages en France, assez locaux, pour apprendre pas mal sur genre, la permaculture, l'éco-construction, des choses comme ça. J'avais vraiment envie de renforcer ce côté écologie environnementale. Et en fait, dans ce chemin d'écologie environnementale, j'ai découvert l'écologie de soi. Enfin, en fait, le côté écologie intérieure, le bien-être mental, la paix intérieure et en fait des sentiments que j'ai appris à explorer et qui m'ont permis de me reconnecter à moi et de trouver, ben, de comprendre qui j'étais. Et en fait, à partir de ça, j'ai voulu bah, partager un peu ces messages-là euh, de reconnexion à soi pour un peu changer ben, l'extérieur. Et donc, j'ai voulu repartir sur le chemin de Compostelle pour faire un film documentaire afin de partager justement bah, mon cheminement, d'aller à la rencontre aussi de personnes inspirantes qui créent le nouveau monde, et puis de montrer qu'il n'y a pas d'écologie sans écologie intérieure, donc de soi. Et du coup, c'est comme ça qu'est né mon projet de documentaire, où je me suis dit, ben, moi, c'est le chemin de Compostelle qui a changé ma vie. Donc, je repars sur le chemin de Compostelle. Cette fois-ci, je le fais en entier. Donc, je suis partie pendant 3 mois seule et en autonomie. Et, euh, et je vais à la rencontre des personnes inspirantes parce que je sais qu'il y en a plein et que c'est aussi les rencontres, moi, qui m'ont fait grandir. Donc, voilà, l'idée, c'était ça. Trop chouette. Merci beaucoup, Mélodie. Et justement, est-ce que le voyage, et notamment que là, tu as pu faire sur le chemin de Compostelle, est-ce qu'il a permis de répondre justement aux questionnements que tu pouvais avoir, etc., par rapport à la vie que tu avais précédemment? Oui, complètement. Bah, en fait, moi, donc, pour ce film, je suis partie avec un objectif qui était le documentaire, mais je pensais que j'avais un peu tout compris et que j'avais plus grand-chose à apprendre. Et en fait, pendant la marche de 3 mois, j'ai moi-même encore énormément cheminé à un stade où aujourd'hui, je vois que j'ai encore beaucoup, beaucoup à cheminer. Et du coup, c'était super parce que bah, ça m'a permis de remettre à plat plein de constructions que j'avais faites, plein de croyances, de travailler énormément sur mes souffrances. Enfin, c'était un chemin qui était très, très difficile parce que j'étais très, très seule. Donc, j'avais beaucoup de moments d'introspection, j'étais vraiment face à des vagues de tristesse, de colère, enfin des trucs qui remontaient des profondeurs de mon âme, quoi. Donc c'était assez intense. Et justement, bah, ce chemin-là, en fait, la solitude, donc ça m'a vraiment permis plein d'introspection et les rencontres avec les personnes inspirantes que j'ai pu faire tout au long de mon chemin, c'est ce qui m'a permis aussi d'avancer moi-même dans mes croyances, de déconstruire certaines choses ou de prendre conscience d'autres parts de moi dont j'avais pas forcément conscience avant de partir. Et, euh, et l'idée de mon film, qui était au départ juste, entre guillemets, de montrer que tout part de nous, pour changer le monde, il faut déjà se changer soi. Là, maintenant que le film est bientôt terminé et que je vois ce qu'il donne, parce que bon, c'est moi qui fais tout, le montage, etc., mais c'est quand même une surprise pour moi aussi. Enfin, c'est un peu plus grand que moi, ce qui se crée, c'est pas moi qui le crée, quoi. Et ce que je vois, c'est que le résultat est assez fou parce que au-delà de ce message, c'est vraiment une transformation. Enfin, moi, j'assiste d'un œil extérieur à ma propre transformation, quoi. Et c'est assez fou de voir ça. Et du coup, ça m'a permis je pense pas de trouver des réponses, mais par contre de trouver les bonnes questions. Et ça, j'en parle beaucoup dans mon film, c'est surtout de me dire, bah, en fait, peut-être qu'il y a pas forcément, peut-être que la réponse, c'est surtout la question, en fait, de trouver la bonne question à se poser.
Eh ben, merci beaucoup pour ta réponse en tout cas. On va passer à Chloé. Chloé, c'est vrai que tu as fait pas mal de voyages dans ta vie, enfin, tu as beaucoup, beaucoup baroudé. Est-ce que tu pourrais nous raconter quel est ton lien justement au voyage et quelles ont été tes expériences marquantes avec ce dernier? Oui, pas de souci. Euh, Moi, ce qui est un peu particulier, c'est que je viens d'une famille qui est nomade de base. Enfin, j'ai deux parents qui sont nomades et donc j'étais habituée à bouger tout le temps, à changer de lieu. Enfin, j'ai plutôt appris là cette année à être sédentaire. Donc ça fait un parcours un peu, j'ai envie de dire un peu original, avec plus une peur de se poser, de s'arrêter et d'être enfermé, qu'une peur d'insécurité de l'extérieur. Euh, j'ai commencé à voyager seule. Moi, c'est ce qui m'a marqué en fait, c'est de commencer à voyager seule déjà dans un premier temps. Quand j'ai eu 18 ans, dès que j'ai été majeure, je suis partie. C'est très important dans ma famille, le premier voyage seul. Ça fait partie de notre émancipation, même en tant que femme, en tant que personne. Je suis partie toute seule donc au Japon pour une première fois, sans trop me poser de questions, sans trop prévoir. C'était une fois dans l'avion que je me suis dit pourquoi je fais ça en fait? Et puis, à force des voyages, j'ai commencé à mettre du sens en fait sur les choses et qu'est-ce que ça m'apportait, et à voyager aussi de plus en plus localement, à voyager en stop aussi, parce que ce qui m'intéressait, c'était de rencontrer du monde. J'ai toujours été habituée à rencontrer plein de monde. Chez moi, il y avait tout le temps du passage. Donc le voyage, en fait, c'était plus un mode de vie pour continuer à croiser plein de monde. Donc j'ai commencé à voyager en stop, toute seule, à deux, en Europe. J'ai fait aussi du woofing également dans ces années-là. Euh, Mon voyage au Japon, c'était vers 18 ans. Et puis après, jusqu'à mes 23, 24 ans, j'ai parcouru un petit peu l'Europe avec des arrêts pour faire du bénévolat, notamment dans la sauvegarde des animaux sauvages, des oiseaux, dans plusieurs associations. C'est là que j'ai rencontré pas mal d'amis nomades également. Mais pour moi, le voyage était vraiment plutôt un mode de vie, presque qu'une consommation avec j'ai tel temps dans l'année pour aller d'un point à un autre. C'était vraiment, je vais là voir telle personne et donc je traversais la France et donc j'allais dans le pays frontalier. Et enfin, ça s'est enchaîné comme ça. Et puis, en parallèle, il y a eu mes études, en fait, qui m'ont apporté une autre vision du voyage, parce que je suis anthropologue. Donc, au début, j'ai étudié le droit. Je me suis rendu compte que dans le droit, en fait, ce qui m'intéressait, c'était plutôt l'étude de la société que le droit en lui-même. Que la paperasse, c'était peut-être un peu moins mon truc. Et que j'aurais dû faire de l'anthropologie. Donc j'ai cherché ça dans le droit comparé, dans mes voyages aussi, comparer les différences de société, les différences de systèmes juridiques, jusqu'à trouver une formation d'historienne et anthropologue du droit qui permettait de regrouper un petit peu toutes mes compétences. Je me suis rendu compte à ce moment-là que mes voyages, en fait, avaient déjà une approche anthropologique. Donc il y avait le voyage, il y avait les études d'un côté, et tout s'est imbriqué en fait au fil des années, en devenant un mode de vie, en devenant même mon travail en fait, parce que je suis auto-entrepreneuse et je bouge toujours tout le temps. Je dirais même que je suis assez connue pour ça, changer de lieu en permanence. Et aujourd'hui, je suis formatrice, donc je donne des formations en anthropologie. Je partage des choses sur les différents imaginaires qu'on peut avoir du voyage, sur les grands symboles, et pour aussi avoir un esprit critique, pour se poser des questions en fait sur qu'est-ce qu'on amène nous-mêmes en tant que voyageurs, comme imaginaire, comme croyance, comme système de pensée. On arrive un petit peu avec toutes nos idées là. Qu'est-ce qu'on véhicule? Donc c'est vraiment des formations qui sont dédiées à ça, sur ces questions critiques, mais aussi les symboles, parce que je suis une grande passionnée de symboles de manière globale et, et d'imaginaire. Euh, et puis je travaille aussi pour l'association maintenant in the Green Road, la moitié de ma semaine, je dirais quand même.
Voilà, pour donner un petit peu en gros mon rapport au voyage. Je sais pas si tu as d'autres questions, Antoine, mais... On y reviendra après, mais merci beaucoup, Chloé, en tout cas. Et on va peut-être poser la même question à Pierre, du coup. Donc, Pierre, effectivement, tu vas pour monter un gros projet là, durant l'année 2025. Mais est-ce que tu pourrais, pareil, nous expliquer aussi quel est ton lien au voyage de base? Pourquoi tu te lances dans un aussi gros projet avant qu'on rentre plus dans les détails de celui-ci? Bonsoir à tous. Alors déjà, merci Antoine d'organiser ça. Et puis déjà, je remercie Chloé et Mélodie, parce que moi, je les ai eues en prof intervenante, hein. Elles sont cool, mais j'ai 20 ans de plus qu'elles, mais c'est rigolo. Voilà. Alors pour revenir à la question sur le voyage, moi j'ai envie de dire le voyage. Alors bon, l'avantage de l'âge, c'est que j'ai fait plein de voyages dans ma vie. J'ai fait un bout de Compostelle, j'ai fait un bout de, enfin bon, j'en ai fait beaucoup. Euh, et l'idée pour moi, le voyage, et c'est ce que je vais essayer de faire aussi dans mon projet STEP, c'est finalement un voyage à la fois très intérieur, avec effectivement de l'introspection, parce qu'il y a des grands moments individuels, parce que en gros, un voyage, c'est on sort de sa zone de confort par définition. Donc on n'est pas comme d'habitude, on est sur un environnement qu'on connaît moins, qu'on maîtrise moins. Ce que je recherche, moi évidemment, c'est de l'inconnu, c'est de la surprise, de l'imprévu, des rencontres. Et puis j'ai envie de dire, au-delà de l'introspection après, c'est effectivement en tout cas, moi, je le conçois comme ça dans ce projet STEP, c'est avec des moments de partage du voyage. Donc, ce n'est pas que mon voyage, mais c'est un voyage qui va se faire avec d'autres et dans lequel j'ai l'envie d'embarquer des gens. Donc, alors, directement, indirectement, je vais vous expliquer comment, mais en gros, c'est de partager ce voyage, que ça soit des temps, des échanges, que des gens puissent s'en saisir aussi, que ce soit aussi un peu leur voyage. Donc, par rapport je vous décris un tout petit peu en quelques mots le projet STEP. En fait, alors, ça va être un voyage. Alors, au sens figuré, ça va être un voyage qui va durer toute l'année, dans le sens où en fait, on va réaliser en fait plusieurs défis, plusieurs étapes dans le projet. Le point général global, c'est effectivement un projet qui est contre une maladie, qui est la sclérose en plaques, donc une maladie neurologique un peu de merde, mais bon voilà, globalement. Mais l'idée, c'est de sensibiliser, et le fil rouge, ça va être de sensibiliser à l'importance de faire une activité physique, de faire du sport, et au-delà de ça, de rester debout quand on est malade. Donc l'idée, c'est que quand on est malade et atteint de cette maladie, ou d'autres, hein, mais des maladies assez comparables, c'est qu'en fait, on peut, soit on sombre un peu dans le côté, j'ai envie de dire, médicalisé, ou dans lequel on est un patient et puis on essaie de s'en sortir comme on peut. Bon, soit on est plutôt dans un mode où on va essayer de rester actif et puis on vit avec la maladie. Bon, moi, dans mon cas, je suis atteint de la sclérose en plaques, hein, et donc j'ai choisi d'être dans le mode 2, plutôt d'être dans le mode de vivre avec, de vivre autrement, parce que la maladie est présente et c'est compliqué. Mais pour autant, c'est d'adapter la vie pour que on puisse continuer à être entrepreneur, moi c'est mon cas, sportif, c'est mon cas, et puis demain voyageur, à nouveau. Donc ce projet STEP, c'est quoi concrètement? C'est plusieurs temps dans l'année. Le premier, c'est un petit voyage qui va durer 2 heures, mais qui vont être importants. C'est un voyage dans lequel, c'est une table ronde en fait, dans lequel il y aura un débat, rencontre avec différents intervenants qui sont dans le monde de la sclérose en plaques. C'est à la fois des patients, des soignants, des aidants, mais aussi des chercheurs et des médecins, pour échanger sur l'impact du sport et de l'activité physique. Mais au-delà de ça, c'est l'intérêt de rester actif, d'entreprendre. Voilà, c'est quand même le message général. Bon, ça, c'est le temps 1, mini-voyage. Le temps 2, c'est un voyage un peu plus important, où en fait, moi, je vais faire un grand défi. Un défi, en fait, en vélo, qui est comme un Tour de France, en fait. Voilà, donc il va m'occuper pendant 3 semaines. Là, je vais appliquer ce que je disais, partager le voyage, c'est que je vais faire ce voyage tout seul, parce que j'en ai absolument besoin, un peu comme Mélodie ou comme Chloé. Enfin voilà, en tout cas, je crois qu'on a des temps et en fait, on souhaite vivre aussi de la solitude, on souhaite vivre aussi du calme, enfin voilà, en tout cas, un temps qui nous appartient. Mais moi, je vais y convier en fait, je vais y convier des gens, mais ça va être un peu sur invitation, où je vais convier des gens qui comptent pour moi et je vais les inviter à rouler 4 heures, une journée, le temps d'un dialogue un peu important sur, voilà, sur l'essentiel, le sens de la vie. Enfin, voilà. Bon, ça, c'est le temps 2, c'est ce grand défi que je vais partager modérément, mais je vais le partager. Le temps 3, ça va être un temps que je vais beaucoup plus partager, c'est que tout au long de l'année 2025, en fait, je vais faire des défis, des mini-défis STEP,
qui seront en fait des temps. Alors, ça peut être auprès d'écoles, universités ou autres. Ça peut être aussi auprès d'entreprises. Et là, l'idée, c'est un temps d'échange autour du monde du handicap et de l'inclusion à travers le sport, mais pas que. Hein. Le sport n'est qu'un prétexte et qu'un angle de vue. Mais l'idée, c'est de sensibiliser à la maladie et au monde du handicap. Voilà, auprès d'un groupe d'étudiants, de profs, de salariés. Et le temps 2, toujours dans ce défi, avec ce même groupe, c'est de faire une activité, une expérience immersive dans le monde du handisport, du handicap. Et concrètement, ça va être une demi-journée, une journée d'activité physique et ou sportive, mais avec des contraintes qui représentent ce qu'est le monde du handicap, en fait. Voilà. Donc ça, c'est un temps qui va se dérouler tout au long de l'année, et dès comme ça, je vais en faire à peu près une quinzaine, hein, c'est en train de se caler, mais en gros, je vais avoir une quinzaine de temps dans l'année, avec des groupes divers et variés, d'âges divers et variés. Voilà, et ça va commencer dès le mois de janvier, parce que j'ai un premier groupe, puis même j'ai déjà commencé, en fait, voilà, j'ai déjà commencé. Et le temps 4, autour de tout ça, et là je rejoins bien Mélodie et Chloé, c'est l'absolue volonté de documenter. Parce que je pense, comme l'a bien dit Mélodie, je pense que, et c'est marrant, tel que tu le disais Mélodie, c'est en fait finalement le temps du montage, c'est un temps où en fait tu reconstruis aussi quelque chose qui est lent, qui est long, mais qui t'appartient, et en fait tu chemines encore finalement, voilà. Et ben moi, dans le même ordre d'idée, alors j'ai pas tes qualités techniques, donc je ne le ferai pas moi-même, c'est clair. Mais en revanche, tout le projet de toute l'année va être documenté. Donc dans le projet, je mobilise une prestataire professionnelle en fait, qui est vidéaste et qui est plutôt documentariste en fait, vraiment au sens, elle filme un regard d'humain quoi, sur une approche très sociale. Et l'idée, c'est qu'elle va documenter en fait pendant l'année. L'objectif, c'est de monter un documentaire qu'on projettera autant que possible, peut-être dans des festivals, je ne sais pas, mais en tout cas qu'on projettera pour que, in fine, évidemment, un des enjeux, c'est sensibiliser à la maladie, mais surtout au fait de rester debout quand on est malade. Donc changer de regard sur la maladie et sur le malade, en fait. Voilà. Et dernier point de voyage, puis après j'arrête, hein, dernier point, c'est une collecte de dons, parce que pour faire tout ça, ben, c'est un projet qui coûte une blinde, en fait. Hein. Et donc l'idée, c'est de mobiliser des fonds, alors, du grand public, mais aussi des entreprises, des mécènes. Donc j'ai un gros travail, une grosse campagne de mécénat qui est en cours, qui commence, voilà, avec un objectif qui est assez important, parce que l'idée, c'est de faire, enfin, en tout cas, moi, de prendre des moyens plutôt professionnels pour faire les choses bien, quoi. J'ai envie de faire un truc pas cheap, mais de qualité. Voilà. Bon, top. Merci beaucoup, Pierre. Justement, on a parlé un petit peu de vos projets, justement, documentaires, etc., et même de transmission par le biais de Chloé. Et je voulais te reposer justement la question, Mélodie, et après même à vous et Chloé et Pierre, mais c'est qu'est-ce qui vous a poussé un petit peu, et donc là, toi, Mélodie, tu pourras répondre un peu à voyager de cette manière-là, et notamment là, bah, toi, en l'occurrence, c'est sur le chemin de Compostelle, à pied. Qu'est-ce qui t'a poussé à vivre une expérience pareille? Bah, en fait, c'est vraiment le fait que ça soit la marche. Enfin, en fait, le fait d'avoir vécu une première fois cette expérience de marche qui a été transformatrice pour moi, je me suis dit que j'avais envie de repartir sur ça parce que je savais que ça allait marcher pour moi. Et donc, je me suis dit, c'est en revivant, enfin. Je sais que, en fait, pour moi, on peut vivre plein d'expériences transformatrices, peu importe le moyen. Ça sert pour certains, ça peut être voyager en train, en vélo, ça peut être même depuis chez soi en lisant ou depuis sa ville en explorant de nouveaux endroits, etc. Enfin, il y a plein, milliards de possibilités. Mais pour moi, ben, c'était vraiment cette première expérience qui avait changé, enfin, qui m'avait permis de changer de vie. Et du coup, je me suis dit que bah, j'avais envie d'aller plus loin dans ça. Je pense aussi pour tester mes limites, parce que la première fois que j'avais fait le chemin, je dormais en gîte. Et puis, j'étais beaucoup avec d'autres personnes. J'étais pour le coup pas trop seule. Et là, je pense que j'ai eu besoin en fait d'aller un peu me tester et surtout, j'avais besoin d'aller trouver cette liberté extérieure. Ça a été vraiment mon moteur au début. C'était de me dire, je veux être libre, complètement libre de manger ce que je veux, dormir où je veux, marcher quand je veux, m'arrêter quand je veux. Et c'est pour ça que du coup, je suis partie en autonomie totale.
j'avais tout pour tenir en autonomie, pour trouver ben, cette liberté extérieure. Et puis au fil du chemin, ça on s'en rend compte dans le film, et moi je m'en suis rendu compte bah, plutôt a posteriori. Mais en fait, au fil du chemin, ce que je trouve, c'est certes la liberté extérieure, mais en fait, c'est surtout la liberté en moi, la liberté intérieure, parce que sans la liberté en moi, jamais je peux me sentir libre. Et en fait, il y a un moment où je m'étais rendu compte que même si, oui, physiquement, j'étais complètement libre, j'avais aucune attache, enfin voilà, je pouvais faire ce que je voulais. Bah, en fait, j'étais pas libre parce que je me mettais plein de barrières, j'avais encore plein de croyances, je me mettais encore plein de freins, etc. Et donc, c'était de trouver cette liberté en moi. Donc, je suis partie en me disant que j'allais trouver la liberté extérieure. Et en fait, j'ai trouvé la liberté en moi. Et puis après, il y a aussi l'idée de la lenteur qui, euh, qui, pour moi, est très importante dans ma manière de voyager. Euh, la lenteur et le fait que le corps et à un rythme, on va dire, en accord un peu avec la nature, où voilà, je me réveillais avec le lever du soleil. Quand il faisait, je suis partie pendant la canicule en plein mois d'août, donc bah, quand il faisait très très chaud, je faisais des siestes l'après-midi et je marchais un peu plus tard le soir ou plus tôt le matin. Euh, de sentir en fait, de faire fusion avec la nature, le fait de rien avoir, d'avoir juste bah, une gourde, ma tante et quelques victuailles, ça m'a contrainte, entre guillemets, à vivre vraiment au plus proche de la nature et à ressentir tout ce que la nature peut vivre. Et notamment, bah, là, le plus gros truc, c'était vraiment la sécheresse parce que bah, j'avais pas d'eau. Enfin, il y a eu une nuit où j'ai cru mourir. J'ai cru que j'allais mourir de soif parce que j'avais plus d'eau. Et là, on se rend compte de ce que la terre peut ressentir, quoi. Alors que quand on a accès à notre robinet et qu'on nous dit que les ruisseaux sont secs et qu'il n'y a plus d'eau, bon, ça nous fait mal au cœur. Mais quand on le vit, je pense que c'est un peu comme tout. Enfin, moi, en tout cas, je sais que j'ai besoin de vivre les choses pour vraiment les comprendre. Et du coup, là, je pense que j'ai vraiment ressenti tout ça. La sécheresse, aussi l'unité dans le monde, enfin, de l'univers, quoi. Genre le fait que tout est connecté, qu'on est tous un et que en fait, je suis aussi importante qu'un buisson dans le désert, quoi. Et ça remet à sa place un peu de petites poussières que notre monde n'est pas si important. Enfin, je veux dire, notre monde individuel euh, et pas aussi grave que ce qu'on pense, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à la question ou si je me suis un peu égarée. C'est très bien, merci beaucoup. Chloé, pareil, même question. Je sais que tu as voyagé de plein de manières différentes et tu l'as beaucoup dit, notamment en stop. Pareil, qu'est-ce qui t'a poussé à voyager de cette manière-là? Tu l'as dit, il y avait beaucoup de rencontres et c'est ce que tu venais chercher dans le voyage. Et peut-être qu'il y avait d'autres choses. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu cherchais, notamment avec des manières de voyager différentes, et notamment le stop, mais peut-être d'autres également? Oui, moi je me suis vite rendu compte que, enfin, j'étais en voyage alors que l'objectif n'était pas forcément de voyager. Donc souvent les objectifs de voyage, ça a été soit du bien-être personnel au début, donc voir que j'étais indépendante par exemple et que je me débrouillais euh, toute seule, que j'étais heureuse toute seule et que je mettais un peu plus mes limites vis-à-vis de mes proches quand j'étais seule et puis que je pouvais revenir et être transformée. Enfin, il y a eu ces questions-là, bien sûr. Et puis après, il y a eu aussi les projets. Euh, je me suis rendu compte que mon approche était plutôt anthropologique, mais qu'on n'avait pas tous ce même regard du voyage sur le voyage. Donc, ça a été de questionner notre rapport au voyage dans mes voyages, de demander un petit peu quels sont les imaginaires, observer un peu cette idée aussi du voyage qui est des vacances, une sortie du quotidien exceptionnelle. Donc il y a eu cette étape-là. Et puis il y a eu un podcast que j'ai créé là l'année dernière, quelque chose d'un peu plus concret, où pour le coup je me disais pas que je voyageais, et puis en fait
je me suis retrouvée au bord d'une route à faire du stop avec un enregistreur et des micros et je me suis dit, ah, en fait, c'est aussi du voyage. Parce que le stop, pour moi, était une méthode de rencontre. C'était pas forcément un pas à sauter ou enfin, j'avais toujours voulu faire ça, mais à côté de chez moi, par exemple, pour aller juste d'un village à un autre, je m'étais pas dit ça va être un grand voyage où je vais aller à tel endroit en stop, etc. Ça a été un moyen de transport d'un point à un autre à la base. Et donc, quand je me suis lancée dans cette création de podcast, donc un podcast qui s'appelle le Café des Lucioles, j'ai voulu aller interviewer des gens à Lyon alors que j'étais en Provence et j'y suis allée en stop, en fait, tout naturellement, sans trop me poser de questions. C'est après coup d'ailleurs quand j'en ai fait une conférence que je me suis dit au fait, au fait on a voyagé, au fait on est allé pour pouvoir interviewer telle personne, il a quand même fallu voyager et aussi parce que c'était trop cher pour nous de payer un train, aussi parce que c'était plus fun de se dire on y va comme ça et puis on peut discuter avec les personnes qu'on va rencontrer. Euh, pour plein de raisons, en fait, finalement, le stop a été plus simple pour moi que prendre une voiture. Pour une raison écologique, mais finalement, c'était plus la dernière raison que la première, en toute honnêteté. Et puis même l'idée de partir avec son sac à dos et des micros dans son sac, en fait, ça a quelque chose d'un peu euh, qui touche au fantasme du nomade, quoi. Donc, il y a eu toutes ces raisons-là. Merci beaucoup, Chloé. Et on va terminer ce petit tour justement avec Pierre. Bon, tu te présentes toi-même comme étant un grand cycliste et tout ton projet STEP justement va tourner autour du vélo. Est-ce que tu peux nous expliquer, même au-delà de ce projet-là, pourquoi tu souhaites voyager de cette manière? En vélo, hein, tu veux dire en vélo, c'est ça? Moi, le vélo, c'est bon. Alors déjà, sur un plan pratique, j'ai du mal à marcher, donc je peux pas marcher en longue durée pour plein de raisons, et voilà, donc c'est pas possible. En revanche, en vélo, globalement, c'est compatible, c'est adapté à la maladie, et voilà. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le vélo. Pour moi, c'est un outil. En fait, c'est juste génial parce que on va à un rythme. En fait, on maîtrise tout, quoi. On est dépendant de rien. On maîtrise le temps. Enfin, on maîtrise. En tout cas, on s'adapte au temps qui passe, on s'adapte à la nature, on s'adapte au paysage. On n'est pas dans la lenteur. Moi, quand j'écoute Mélodie, je pourrais plus, même si je l'ai fait, hein, j'avais fait un bout de Saint-Jacques et voilà. Mais je trouve qu'en vélo, on va un poil plus vite, mais on peut aussi s'arrêter. Donc en fait, on peut, voilà, quand on a un paysage qui est quand même pas top pendant 20 km, bon, ben à pied, enfin, moi, je me rappelle de l'époque, c'est un peu long quand même, hein. Voilà, donc ça nécessite une grande force intérieure pour se dire, bon, on va au-delà. En vélo, c'est trop bien parce que 20 km, c'est juste, allez, une grosse demi-heure, trois quarts d'heure, on va dire. Trois quarts d'heure et c'est plié, quoi. Donc le sujet, c'est, je trouve qu'en vélo, moi, je trouve que c'est adapté à un rythme où on change de vallée, la forme des toits change, on change de climat un petit peu, on change de, voilà, globalement, on peut changer. Et puis après, l'autre aimant, le vélo, moi, bon, après, moi, je suis né dedans, hein, c'est comme ça depuis toujours, mais c'est vrai que globalement, c'est un peu l'histoire de la vie. C'est-à-dire que, en fait, des fois, c'est dur, des fois, on monte, mais on monte et en fait, c'est juste la vie, quoi. On grimpe et des fois, on file. Voilà, donc, quelque part, le rythme du vélo, moi, ça correspond à ce que. Enfin, voilà, je trouve qu'on va assez vite, mais on peut prendre le temps si on veut. Bon, chouette, merci. Et justement, j'ai une deuxième question pour toi. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce webinaire, du coup, bon, on a Chloé qui a beaucoup voyagé, on a Mélodie qui a fait un gros voyage, qui prépare un docu, on y reviendra un peu par la suite. C'est que toi, tu présentes un petit peu ton projet sans même avoir encore commencé réellement ton périple. Et moi, justement, je voulais savoir comment ça se passe, la phase de préparation d'un projet aussi gros que ça. Peut-être pas forcément autour enfin, du projet à proprement parler, mais comment tu prépares un périple aussi gros avec autant de moyens? Là, où est-ce que tu en es dans cette Ouais. préparation-là? Alors, bon, moi, de base, bon, je suis assez structuré, quoi, comme type. Voilà, donc enfin, je suis assez organisé quand même, globalement. Et du coup, je le fais. Et puis, bon, dans la vie pro, voilà, je dirige une boîte. En gros, pour te répondre, Antoine, pour répondre et vous échanger, je le fais de manière ultra pro. Ouais. Mais
parce que je vois Chloé sourire, je suis certain ou Mélodie pareil, je suis certain que, enfin, vous affolez pas, moi après, je parle pas d'insouciance, mais ça va être dans mes temps à moi. C'est-à-dire qu'en fait, je vais conserver des parties privées, des temps privés, des temps perdus, des temps de réflexion, des temps d'échange absolument imprévus. Mais une grosse partie du travail, c'est hyper pro par contre. Merci beaucoup, Pierre. Peut-être que justement, Mélodie, tu avais une approche peut-être différente aussi de ce voyage-là, et notamment peut-être le premier périple sur le chemin de Compostelle. Tu disais, tu étais dans une vie qui te plaisait moins, etc. Et qu'est-ce qui t'a, enfin, comment ça s'est passé au moment où tu t'es dit, bon, bah là, je me lance dans un gros projet de voyage et même de documentaire par la suite. Comment est-ce que tu t'es préparé à tout ça? Parce que ça paraît énorme, c'est une énorme montagne lorsqu'on ne s'est pas lancé. Là, quels ont été les grands outils pour toi pour lancer ce type de projet-là? Ben, c'est vrai que moi, j'avoue que par rapport à Pierre, c'était un peu plus à l'arrache, on va dire, mais quand même très organisé. En fait, c'est une organisation un peu à l'arrache parce que en fait, j'ai eu l'idée de ce voyage et de ce film au mois de juin. J'ai les dates en tête parce qu'à chaque fois je le raconte parce que c'est vrai que c'est assez rapide. J'ai eu l'idée genre vers le 20 juin et je me suis dit ok, il faut que je parte le 1er août. Je me suis mis en tête de partir le 1er août parce que je trouvais ça cool comme date de partir le 1er août parce que j'aime bien partir marcher en été, comme ça les vêtements sèchent vite, il n'y a pas trop d'affaires à transporter, etc. Enfin, d'un point de vue logistique, c'est assez pratique d'être en été. Et comme ça, je pouvais marcher, si je marchais 3 mois, bah, ça me faisait marcher en automne et pas non plus en plein milieu de l'hiver. Donc c'était pas mal de pas partir trop tard et je voulais pas non plus attendre un an pour partir. Donc je me suis dit, ok, j'ai un mois pour tout préparer. En vrai, ce qui a été le plus... Parce que du coup, dans la préparation, moi, il y a eu surtout... bah, j'ai fait une campagne de crowdfunding aussi. Donc ça a été le gros truc, en fait, lever des financements pour le matériel, etc. Le matériel, financer le tournage aussi. J'ai levé 7 000 euros. Donc en un mois, j'étais quand même hyper contente d'avoir réussi à faire ça. Et donc ça a été le truc principal où je me suis concentrée sur ça. Et puis après, bah, On the Green Road, à ce moment-là, m'a pas mal aidé aussi, notamment pour le matériel à emmener. Parce que bah, moi, j'avais la spécificité de partir avec, bah, à pied, donc avec un besoin de matériel léger pour filmer, notamment pour filmer, pour enregistrer les voix, etc. Et du coup, bah, les personnes de On the Green Road ont pu pas mal me conseiller sur ça en fonction de la qualité, du poids, alors que moi, je m'y connaissais pas trop, trop, quoi. Donc, ça a été principalement ça pour la préparation, mais c'est vrai que le plus gros pour moi, c'était vraiment le crowdfunding. Après, l'avantage de Compostelle, c'est que le chemin est tracé. Donc, bon, il n'y a pas trop de chemin à préparer. Au début, je voulais faire l'aller-retour. Donc, je m'étais dit, je fais le chemin, je fais un chemin à l'aller et je fais l'autre chemin au retour. Bon, je vous rassure, j'ai fait que l'aller. Mais au début, voilà, donc ça m'a évité de faire un choix entre les chemins. Enfin, voilà, disons que je suis allée au plus facile. Et c'est vrai que, bon, après, je pense que c'est vraiment un truc de tempérament et de personnalité. Moi, j'avoue que quand j'ai une idée, j'ai besoin de passer à l'action directe, sinon je sais que je le fais pas. Si je réfléchis trop ou que j'organise trop de choses, je finis par me démotiver et par pas le faire. Et du coup, c'est pour ça que parfois ça peut paraître un peu précipité. Parce qu'effectivement, c'est un gros projet, hein. C'était il y a quand même 2 ans. Donc, c'est quelque chose qui m'a occupé sur 2 ans. Et au final, que j'ai préparé en un mois, quoi. Mais bon, après, il y a des gens ce même projet, qui auraient pu mettre 6 mois à le préparer. Ça, c'est vraiment propre à chacun et il n'y a pas de. Voilà, enfin, je pense que c'est vraiment en fonction des tempéraments de chacun, quoi. Merci beaucoup. Justement, on voit que bah, Pierre et toi, vous avez des visions très différentes de la manière dont on prépare un projet de voyage. Et ça m'amène à une question pour Chloé. Du coup, tu parlais du fait que tu avais beaucoup travaillé les grands symboles, les grandes questions, les approches critiques du voyage. C'est lesquelles souvent qui ressortent dans toutes les formations que tu peux donner autour de cette thématique-là, du coup? Il y a plusieurs sujets que j'ai pu aborder ces dernières années, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la décolonisation des imaginaires.
en principal parce que bah, tout simplement, avec ma propre posture d'occidentale, j'ai du taf. Et donc, j'ai envie de transmettre ce travail qui, pour moi, est, ben, on a tous, toutes, je considère, en tant qu'anthropologue, qu'on a tous, toutes, en tant qu'occidentaux, des imaginaires à déconstruire, qui sont coloniaux de par notre histoire, tout simplement, rien de plus. Et dans le voyage, c'est très pressant, bien sûr, parce que qui sait qui peut voyager et dans quel objectif aujourd'hui, c'est des questions quand même qui se posent. On voit pas trop, pour caricaturer, un chef indien d'une population autochtone qui vient visiter la Tour Eiffel à ses heures perdues. En général, c'est plutôt l'inverse, et c'est plutôt nous qui venons chercher le savoir pour le théoriser, l'expliquer, etc. également. Donc la vision du tourisme, c'est avec un regard que l'on cherche à décoloniser. C'est le point central de mes formations, bah, que j'amène d'ailleurs dans le projet Vaya Campus, mais aussi dans d'autres formations. C'est une des questions clés. Qu'est-ce qu'il y a comme imaginaire? Pour donner un exemple tout simple et qui va parler à tout le monde, c'est notre rapport à la maison. Comment est-ce que nous, en tant qu'occidentaux, on a un rapport à la maison qui est quand même très divisé. Il y a la maison, il y a l'extérieur. L'extérieur, c'est relié souvent à l'inconnu, à ce qui nous fait peur. La maison, c'est la famille, c'est la sécurité, etc. Mais en fait, dans d'autres cultures, c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas cette séparation entre l'intérieur et l'extérieur, entre la maison et l'extérieur qui ferait peur. Tout est imbriqué. La nature fait aussi partie de la maison. Le sauvage, l'effrayant, c'est aussi la maison. Et en fait, questionner tous ces grands symboles et ne serait-ce que juste comment est-ce qu'on a un lien à notre maison dans notre société me permet aussi de se dire, ben oui, quand je vais voyager, qu'est-ce que j'apporte et qu'est-ce qui, moi, je vais considérer que quelque chose est normal, alors que bah, ça va peut-être pas l'être vraiment en face, et du coup, je vais imposer, sans le vouloir, certaines conception du monde, certains imaginaires. Donc c'est vraiment toutes ces questions-là que j'aborde dans les formations et comment faire, déjà comment situer ces imaginaires-là, les voir, quoi, ne serait-ce que déjà les percevoir, c'est une première étape. Et puis après, quelle approche avoir en fait quand on voyage en ayant conscience de tout ça. Pourquoi est-ce que je voyage, comment j'approche les autres, parce que c'est ce qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui dans le tourisme, l'imaginaire, j'ai envie de dire, de l'indigène, de l'exotique, qu'on va aller voir, on va vers l'exotisme, hein, on va vers les belles plages ensoleillées, vers les forêts tropicales et les gens avec des plumes sur la tête. C'est notre vision, pour faire un peu plus moins caricatural. Euh, Ça se voit même sur des petites choses, hein, on va aller voir un désert juste à côté et avec cette image fantasmée qu'on retrouve dans les films. Je travaille beaucoup avec les imaginaires du cinéma, par exemple. Donc, c'est questionner ça, comment est-ce que je fais, comment est-ce que j'arrive et pourquoi finalement, pourquoi est-ce que moi je veux voyager? C'est quoi mon but dans le voyage? Pourquoi est-ce que j'ai envie d'aller à l'autre bout du monde dans tout ça? Quel est le vrai intérêt? Parce que bon, faut savoir quand même qu'historiquement, avant, on allait découvrir. Maintenant, on va voir des choses qu'on connaît déjà avec d'autres objectifs. C'est quand même important. Enfin, ça, c'est quelque chose que je défends énormément aujourd'hui. Super. Merci beaucoup, Chloé. Et moi, j'avais une autre question d'ailleurs pour Mélodie. Bon, on a parlé de vision, de projet, euh, et même de manière dont on pouvait monter un projet de voyage, etc. Et Mélodie, justement, toi, on va dire clairement que tu es en retour de voyage, que tu es en train de digérer cette expérience, et notamment à travers le montage de ton documentaire. Euh, En quoi, du coup, aujourd'hui, tu pourrais dire que ce voyage-là a impacté ta vie même actuelle? Comment ton projet de voyage s'imbrique dans ton mode de vie quotidien? Mm. Bah, c'est vrai que c'est une vraie question. Merci Antoine, parce que bah, en plus, particulièrement avec le chemin de Compostelle, il y a vraiment cet effet un peu magique sur le chemin pour les personnes qui l'ont déjà fait. Enfin, beaucoup de personnes en fait trouvent leur liberté, leur bien-être que sur le chemin.
Et à chaque fois qu'ils terminent une part du chemin ou qu'ils font le chemin une fois, ils se disent, à peine terminé, ils se disent, oh là là, vivement que j'y retourne et tout. Et moi, je voulais pas tomber dans ce truc-là parce que, bah, en fait, du coup, on retrouve un peu ce sentiment d'insatisfaction dans sa vie. Si à peine on termine le chemin, on veut direct repartir. C'est quoi? C'est qu'on n'a pas profité du chemin, en fait. C'est qu'on le faisait que pour l'objectif. Et du coup, j'avais vraiment en tête, je me suis, pendant tout mon chemin, je me suis dit, je veux surtout pas, quand j'ai fini, me dire, oh non, c'est fini, je veux déjà repartir. Moi, je voulais, c'est pour ça que j'ai marché, en fait, j'avais pas d'objectif physique. Enfin, j'avais le film, mais en termes de marche à pied, mon objectif, c'était juste de m'arrêter quand je l'avais marre. Parce que je voulais surtout pas, justement, avoir ce sentiment d'inaccompli, quoi. Enfin, d'inachevé, voilà. Et du coup, quand j'ai arrêté de marcher, bon, après, j'ai fait d'autres voyages jusqu'à à peu près cette année où j'ai commencé à me sédentariser, un peu comme Chloé, où voilà, après quelques mois, enfin quelques années en nomade, j'ai commencé à avoir ce besoin de sédentarité. euh, et notamment initié, enfin, et disons que dans cette nouvelle sédentarité, ce que ce voyage m'a appris et ce que la marche, en fait, au global m'a appris, c'est vraiment, enfin, il y a plusieurs choses. La première, c'est j'en parlais un peu tout à l'heure, mais c'est la lenteur. Ce que j'avais dans la marche et dans le voyage, c'est ce côté lent, prendre le temps, vivre au rythme de la nature. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'avais dans la marche. Et donc, ça, c'est des choses que je m'applique en fait à garder dans mon quotidien. C'est pas facile hein, parce qu'avec les lumières artificielles, avec les écrans, avec les repas avec les potes jusqu'à 23 heures et tout, on n'est pas du tout dans un rythme naturel. Mais j'essaye, on va dire, que 80% de ma vie soit rythmée par un rythme du soleil, on va dire à peu près. Euh, donc ça c'est une chose, d'aller lentement, de respecter aussi les saisons. Donc bah voilà, quand je marchais par exemple, j'aurais pas fait un marathon le 20 décembre quoi. Parce que l'hiver, ben voilà, on se repose, on se fait du bien, on se fait du cocooning et tout. Donc ça, j'essaye de le garder dans ma vie, voilà, d'adapter mes activités à la temporalité extérieure. C'est aussi quelque chose que je peux faire parce que bah, j'ai choisi voilà, d'être à mon compte dans ma vie, d'être entrepreneur et tout. Donc, ça permet aussi ça. Euh, un autre point pour moi qui est en fait, je pense, peut-être le plus important, un des plus importants, c'est en fait quand on voyage, ce qu'on aime aussi, enfin moi, pour moi, c'est découvrir toujours de nouvelles choses. Aller à l'aventure, découvrir de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes, découvrir des nouveaux paysages, voir des choses extraordinaires, voir des cascades incroyables, découvrir des plats locaux et tout. Et moi, la première, hein, c'est vraiment ce que j'adore quand je voyage, c'est la nouveauté. Et comment j'arrive à rester sédentaire depuis 5 mois maintenant, c'est c'est en mettant des choses comme ça dans mon quotidien, c'est-à-dire ben, en rencontrant des nouvelles personnes dans ma ville, en vivant des aventures locales. Donc, soit maintenant j'ai une voiture, mais sinon avant je prenais le bus et j'allais à 1 heure de bus de chez moi et j'allais découvrir une rando. Ou là je prends la voiture, je fais 15 minutes de route pour aller découvrir un nouveau parc, la garrigue, enfin voilà, un nouvel endroit. J'essaye de me forcer en fait à faire des nouvelles choses tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et c'est vraiment pas confortable, hein. Enfin, franchement, c'est hyper dur. Moi, j'aimerais trop rester juste chez moi, faire mes trucs que j'ai l'habitude de faire, sortir avec les mêmes amis, aller dans les mêmes bars. Mais du coup, si je faisais ça, je pense que j'aurais beaucoup plus besoin de voyager aussi et pour sortir de ma routine. Et donc, j'essaye disons, de ponctuer ma routine de mon hygiène de vie par des choses d'aventure, de sortie de cadre, sortie de zone de confort, si on veut. Enfin, j'aime plutôt dire aventure que sortie de zone de confort, mais voilà, mettre un peu d'aventure dans mon quotidien. Euh, une autre chose, c'est vraiment, ben, quand je parlais de l'extraordinaire, de la nouveauté, c'est aussi de voir la beauté et l'extraordinaire partout et dans chaque chose du quotidien. Donc, par exemple, bah, se cuisiner des bons petits plats qu'on fait pas. Donc, c'est tester de nouvelles recettes,
Et puis même dans la nature, voir des choses extraordinaires, en fait, juste à côté de chez nous. Genre, ce matin, je suis allée me promener et je fais tous les matins le même chemin à pied, mais je vous assure que tous les matins, parfois j'ai les larmes aux yeux juste parce que c'est trop beau et la lumière, elle est différente chaque jour. Parfois, il y a des petites gouttes d'humidité, parfois, il y a un peu de gel. Ce matin, il y avait une lumière rouge du soleil sur les arbres où il n'y avait plus de feuilles, donc les branches étaient rouges. C'était incroyable. Et en fait, ça, c'est des trucs qu'on peut voir à côté de chez soi. Alors, chacun aura ses petits trucs, hein, mais voilà, moi, j'avoue que la nature, ça m'ébahit toujours. Comme à chaque instant, elle est différente, quoi. Et j'ai beau faire le même chemin, qui n'est pas un chemin incroyable en plus, mais tous les jours, je suis trop contente de le faire. Et puis, donc voilà, donc il y avait vivre au rythme de la nature, découvrir des nouvelles choses, mettre de l'aventure, voir la beauté partout. Et puis le dernier point pour moi qui est important, c'est que quand on voyage, on a aussi cette notion de mouvement. Ça, moi, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est que quand on est sédentaire, parfois on a un sentiment de s'encrasser un peu, de s'éteindre un peu et qu'on a l'impression que le voyage, ça nous ravive, ça remet la lumière, ça remue un peu l'énergie, ça ravive cette énergie. Et moi, ce que j'ai trouvé, enfin, comment j'ai intégré ça à ma vie, c'est de bouger au quotidien. Donc, c'est hyper bateau, mais voilà, de faire du sport, de marcher, de faire du vélo, enfin, de bouger, en fait, même si c'est pas en marchant 25 km par jour, ben, juste de bouger, ça fait cet effet aussi, quoi. Voilà. Donc, et de garder des petites escapades, peut-être plus courtes, de quelques jours. Voilà. Je pense que c'est un peu les trucs principaux. Merci beaucoup, Mélodie. C'est Ah, vrai je qu'en peux tout juste début. rajouter un dernier truc, désolée. Vas-y, vas-y. Non, désolée, c'est que je l'ai vu sur mes notes et c'est quand même important que je le dise, mais c'est rapide. C'est par rapport au sentiment de liberté qu'on peut avoir pendant le voyage, bah, de vraiment garder ce sentiment de liberté intérieure et de se dire qu'en fait, peu importe où on est, peu importe l'environnement extérieur dans lequel on est, si on a cette liberté en nous, si on la trouve, bah, en fait, où qu'on soit, on se sentira libre. Alors que si on se sent pas libre à l'intérieur, bah, où qu'on soit, même si on est en voyage, on se sentira pas libre. Donc voilà, ça c'est un autre truc où en voyage ou pas, en fait, ça ne change pas grand-chose et que les problèmes, on les emmène quand on voyage avec nous. Donc bon, vaut mieux régler les problèmes directs. Merci, j'ai souligné. En tout début de webinaire, c'est vrai que je vous ai présenté rapidement l'association The Green Road, nos actions, etc. Le but, c'était pas de m'étaler plus que ça, mais si on organise ce webinaire aujourd'hui, c'est aussi pour parler du programme Via Campus qui a été monté par l'association The Green Road il y a un an maintenant. On va lancer notre deuxième promotion. Via Campus, qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est l'école du voyage engagé. Tout simplement, On the Green Road a lancé un programme pédagogique de 5 mois qui vise à accompagner des personnes qui souhaitent monter un projet de voyage engagé. L'idée de ce programme, c'est de pouvoir répondre à des attentes pédagogiques sur plusieurs aspects. Notamment, il y a plusieurs modules que vous pourrez retrouver au sein de celui-ci. Le premier, c'est sur les formations techniques à l'audiovisuel, donc c'est pour apprendre à réaliser un projet documentaire, podcast, expo photo, etc. Le second, c'est sur la philosophie du voyage à impact positif, où justement, c'est là où Chloé intervient beaucoup, notamment avec ses cours d'anthropologie du voyage, où on va aller questionner les différentes approches de celui-ci. On va également pousser la réflexion sur le voyage décolonial, etc. On va aussi questionner l'impact du voyage sur le vivant, sur les cultures, etc. Donc voilà pour ce module-là. Et enfin, le dernier module pédagogique, c'est sur la gestion de projet de voyage engagé. Donc là, c'est plus en lien avec ce que disait Pierre, typiquement sur comment est-ce qu'on monte un projet, comment est-ce qu'on trouve des financements, comment est-ce qu'on communique, comment on réussit à ramener des mécènes autour de celui-ci, etc. Donc, euh, donc voilà, tout ce module sert à ça. Et en plus de ces modules pédagogiques, Via Campus, c'est aussi des événements inspirants. Il y en a deux types. Le premier, c'est les Agora internationales, où on fait intervenir des assos venant d'autres continents pour qu'elles viennent nous parler d'enjeux socio-environnementaux, tout simplement de chez eux, et nous apporter une nouvelle vision, nous, en tant qu'Occidentaux, justement, sur ces enjeux-là. Mais également, on fait intervenir des voyageurs, des voyageuses
qui ont voyagé de manière complètement différente, dans des zones du monde, encore une fois, plus différentes les unes des autres, mais aussi qui viennent creuser un enjeu socio-environnemental. D'ailleurs, Mélodie, tu étais venue intervenir l'année dernière pour nous parler de ton chemin de Compostelle, etc. Et enfin, Vaya Campus, c'est aussi, et je termine avec ça, un accompagnement personnalisé donc qui est fait par des voyageurs et des voyageuses, en plus de l'équipe pédagogique. C'est donc des cours qui sont en soirée et les week-ends, donc pas tous les jours. Le but, c'est pas de surcharger justement cette préparation voyage, mais en moyenne à 2 à 3 cours par semaine. L'idée de le faire en soirée et les week-ends, c'est notamment aussi pour permettre à des personnes qui continuent de travailler ou qui ont des activités étudiantes également en journée, de pouvoir assister au programme, bénéficier de cet accompagnement, mais tout en gardant son mode de vie plus classique. Donc voilà, et d'ailleurs, je voudrais vous poser une dernière question aussi, et on peut commencer peut-être avec toi, Chloé. Et quel est du coup ton lien à Via Campus et même à l'asso On the Green Road de manière générale? Pourquoi est-ce que tu continues d'intervenir auprès de cette association? Qu'est-ce qui te tient à cœur dans ce projet-là? Aujourd'hui, il y a deux choses qui me tiennent à cœur. Il y a cette question de la décolonisation qui est trop peu abordée selon moi, donc j'ai vraiment à cœur de former sur cette thématique. Et puis aussi parce que l'anthropologie est souvent un peu vue comme, enfin, c'est un beau mot, hein, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire finalement. Donc apporter des techniques d'entretien, des techniques de terrain, creuser un petit peu ces questions-là, faire le lien entre un voyage, on parlait de pro tout à l'heure, un voyage qui serait vu comme pas suffisamment pro peut-être, et des techniques aussi qui sont considérées comme universitaires et scientifiques, réussir à réunir ces choses-là. Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment sortir cette connaissance de la fac, montrer qu'on peut se les approprier sans problème. La deuxième chose, c'est la création de médias. Moi-même, j'ai pu expérimenter de créer un média, j'ai pu apporter mes connaissances en animant un média sur les tabous et en démystifiant des sujets, etc. Et en fait, pouvoir transmettre cette expérience-là, pour moi, c'est vraiment important aujourd'hui. Même si c'était un voyage, et c'est là aussi toute la beauté très très locale, même des fois certains interviewés habitent à 30 minutes de chez moi actuellement. Mais en tout cas, c'est ces deux questions-là qui sont de mes connaissances, mais aussi mon expérience personnelle. Là, c'est le grand lien, c'est avec l'association aujourd'hui, c'est toute cette transmission, en tout cas pour ma part. Merci beaucoup, Chloé. Mélodie, pareil, est-ce que tu veux nous expliquer quel est ton lien à l'association, peut-être au prochain festival par exemple? Est-ce que tu voudrais voilà, nous dire quel est ton lien à On the Green Road? Ouais, c'est vrai que moi, The Green Road, je l'ai découvert par une exploratrice qui m'avait parlé de l'asso. Et en fait, j'ai depuis le début du projet, enfin depuis le début de mon projet, moi j'ai été vachement accompagnée par On the Green Road, qui m'a beaucoup conseillé. Enfin, toutes les personnes au sein de l'asso j'ai été vachement en contact avec eux, même tout au long de ma marche où ils étaient présents, ils m'écrivaient pour savoir si ça se passait bien. Enfin, ça a permis, vu que c'est un projet en plus que je mène seule, c'est vrai que d'être accompagnée par On the Green Road, ça m'a vraiment permis de me sentir moins seule. Même aujourd'hui où je suis en train là de terminer le montage du film, les membres de l'asso me font des retours sur le film pour m'aider à terminer le montage, à faire un super film. Et ça, c'est énorme quand on travaille seul, franchement, enfin, c'est hyper précieux. Pour moi, enfin, j'ai assisté à d'autres festivals aussi, au dernier festival, pas l'an dernier, mais il y a 2 ans, j'étais là. Et l'an dernier aussi, enfin, je sais plus. Mais du coup, j'avais trouvé ça enfin, vraiment trop bien. J'aime trop les valeurs. Enfin, pour moi, je me sens complètement alignée en fait avec les valeurs d'On the Green Road, les personnes accompagnées, etc. Et du coup, je suis vraiment hyper heureuse de projeter mon film au prochain festival. Donc, il sera projeté le 12 avril au festival du voyage engagé. Et ce sera la première projection d'ailleurs. Donc, je suis trop contente de projeter pour la première projection avec On the Green Road. Et puis à chaque fois que j'interviens, enfin, les quelques fois où je suis intervenue, que ce soit dans un festival ou pour Vaya Campus, à chaque fois c'était vraiment
Trop chouette de pouvoir échanger avec les autres explorateurs, exploratrices, et puis de me sentir aussi nourrie par ces échanges, que ce soit avec les membres de l'asso, enfin du bureau, enfin de la structure, que avec les explos, quoi. Donc, ouais, voilà. Petite parenthèse d'ailleurs, les explos que mentionne Mélodie sont les voyageurs et les voyageuses accompagnés par On the Green Road. Et du coup, on va terminer avec toi, Pierre. Bon, bah, est-ce que tu veux expliquer tout simplement le lien que tu as eu avec Via Campus et On the Green Road de manière plus générale avec ton projet? Par rapport à Vaya, alors, moi j'étais de l'autre côté, donc j'étais enfin, auditeur, quoi, comme vous, possiblement, là, ceux qui écoutaient. En fait, ce que je trouve assez génial, c'est que d'abord, c'est un temps. L'idée de venir suivre un parcours comme ça qui dure 5 mois, 5-6 mois, je crois. On prend le temps. Et déjà, pendant les séances, en fait, quelque part, on prend un temps de travail sur son propre projet. Alors moi, je vous suggère fortement de venir avec un projet. Enfin, c'est quand même mieux, mais bon, c'est pas exclusif, hein, mais en tout cas, ça aide. Et l'idée, c'est que si vous n'avez qu'un projet, en fait, c'est l'occasion pendant les différents cours et les intervenants, les interventions, en fait, à la fois de réfléchir à ce qui est proposé en intervention, mais aussi de l'appliquer directement sur son propre projet. Donc c'est assez génial parce que c'est une formation action. Quelque part, c'est pas la formation à la fac pour un master, hein, c'est une formation appliquée avec une thématique. Et après, bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on a des intervenants, des interventions qui sont hyper inspirantes parce qu'en fait, moi, c'est des thématiques, typiquement toutes les deux, typiquement, c'est des thématiques que j'avais pas. Enfin, l'une comme l'autre, vous êtes hyper différentes dans votre intervention, mais c'était hyper riche, hyper intéressant et très décalé, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que, en fait, ça nourrit. Intellectuellement, ça nourrit. Alors, faut plus le voir comme des points d'intro. C'est des intros, c'est des débuts de quelque chose, mais après, chacun en fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, ça permet de se dire, ah oui, il y a cette dimension-là que j'avais pas forcément, ou alors j'avais envie de la traiter, mais je savais pas trop comment. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, ça, c'est le point 2. Le point 3, c'est qu'il y a une diversité de thématiques. Bon, là, tu as dit des trucs, Antoine, mais bon, il y a peut-être sur Internet tout le détail, mais c'est vrai que globalement, ça couvre, bon, j'imagine qu'il pourrait y avoir plein d'autres trucs, mais ça couvre quand même pas mal le spectre d'un voyage. Et je trouve que, voilà, il y a à la fois des thématiques plutôt de réflexion, voilà, telles qu'a pu nous le faire Chloé ou d'autres. Hein. Avec Mélodie, c'était plus un témoignage par rapport à un voyage, et en fait, tu nous as fait vivre un peu ton voyage, et on est rentré dans ton voyage, donc c'était assez intime, mais c'était assez intéressant. Et puis après, d'autres, ça avait plutôt des sujets très techniques. Hein. Moi, un des cours qui m'a vraiment super marqué, c'était mais l'écriture documentaire, en fait, avec le fameux trajet du héros et compagnie. Et franchement, c'était hyper inspirant. Voilà. Après, à côté de ça, selon qui vous êtes, il y a des choses que vous savez déjà ou pas. Moi, j'avoue que bon, gestion de projet, globalement, je maîtrise, donc ça allait. Mais c'est pas grave, ça permet de revisiter, on s'en fout. Et l'autre élément qui est intéressant, et c'est pas des moindres, c'est la richesse de la promo. Parce que bien sûr que dans des formats comme ça, globalement, on était entre 12 et 20 hein, selon les jours. Mais en gros, on apprend énormément des échanges, des réactions des uns des autres. C'est hyper inspirant, en fait. Voilà. Et voilà, ça nourrit, c'est intéressant. Voilà, et puis on s'échange nos retours par rapport à nos différents voyages. Voilà, donc globalement, c'est hyper intéressant. Voilà. En clair, moi, je recommande. Merci beaucoup, Pierre. Ouais. Euh, et bah, écoutez, on arrive un peu à la fin de ce webinaire. Ce que je propose à tout le monde, c'est si vous avez des questions, de commencer à les noter dans le chat ou alors juste de commencer à y réfléchir pour les différents intervenants et intervenantes. Et sinon, bah, je tenais, en attendant, en tout cas, à remercier vous trois pour vos témoignages qui étaient super riches. Et puis aussi, dire tout simplement qu'on peut vous suivre, donc à travers notamment vos différents projets. Chloé, du coup, ton podcast Le Café des Lucioles est disponible sur toutes les plateformes de streaming, si je dis pas de bêtises, et sur les réseaux. Mélodie, c'est pareil, on peut te suivre sur les réseaux avec ton projet Au cœur de la vie. Et pareil, si les gens sont intéressés de venir voir ton documentaire et notamment l'avant-première au festival, ça ferait très très plaisir. Et puis Pierre, c'est pareil, tu as des réseaux sociaux où on pourra suivre toute ton aventure en live en plus. Il y a toujours la cagnotte, la campagne de crowdfunding justement pour financer aussi ce projet-là qui est assez fort et qui, on l'espère en tout cas,
impactera beaucoup plus de gens à terme. Mais en tout cas, voilà, je tenais aussi à vous remercier. C'était super chouette de pouvoir animer ce webinaire avec vous. Et puis peut-être on peut clôturer du coup avec les questions des gens qui sont dans le chat, s'il y en a. J'ajoute juste un point avant que les questions arrivent. C'est, Mhm. je trouve que tu le diras pas toi Antoine, mais c'est le côté logistique qui est vraiment très opérationnel. Franchement, pendant toutes les 5 mois d'intervention, toutes les séances ont eu lieu, les lieux étaient impeccables. Enfin, franchement, zéro problème logistique. Et c'est hyper intéressant parce que voilà, pour une asso qui porte un projet de formation, c'est quand même pas simple. En première année, c'est pas simple. Et franchement, en première année, nous, ça a été. Enfin, on a essuyé des plâtres, mais même pas, il n'y avait pas de plâtre, hein. Donc, en fait, globalement, ça s'est vraiment bien passé. Donc, sur un aspect pratique, go, quoi. Merci beaucoup, Pierre. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole? Donc, soit peut-être je crois qu'il y a des manières de lever la main, si je dis pas de bêtises, ouais, de réagir en tout cas, peut-être pour qu'on puisse vous donner la parole, pour que vous puissiez à la fois poser des questions sur les projets de voyage, sur Vaya Campus. Voilà, on peut rester 5-10 petites minutes encore ensemble. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Ah, je vois qu'il y a une main levée. J'arrive juste pas à voir qui c'est. C'est Non. Audrey qui lève la main. Ah, c'est Audrey, voilà. Bon. Et bah Audrey, je te laisse la parole du coup. Et ben déjà, merci à toutes et à tous pour cette présentation. Ça donne envie. Moi, j'avais juste des questions par rapport plus au programme, parce que j'ai déjà commencé un peu mon voyage et je voulais savoir si c'était un problème ou pas pour participer à la formation. Et si oui, est-ce que du coup, il y a possibilité d'avoir un accompagnement avec un autre format ou pas? Et deuxième question, savoir si tous les cours étaient en présentiel ou pas. Voilà. Alors, pour répondre en l'ordre, déjà, avant tout, merci pour ta question. Non, Vaya Campus n'est pas la seule manière d'être accompagné par l'association de The Green Road. On accompagne aussi bénévolement des voyageurs et des voyageuses. Le simple truc, c'est que bon, bah, l'accompagnement se fait uniquement sur rendez-vous. euh, et, euh, et du coup, bah, forcément, vu que c'est bénévole, c'est pas sur la même régularité, c'est pas la même chose en termes d'accompagnement et surtout de formation théorique. Enfin, en ce qui concerne Vaya Campus, la première année, on était sur de l'uniquement présentiel. On avait quelques cours en visio, mais c'était très rare. Cette année, on commence à se poser la question parce qu'on a beaucoup de demandes comparées à l'année précédente de visio. On préfère quand même pour le moment, et notamment moi, hein, je ne vais pas dire on, c'est notamment moi, mais je préfère le format présentiel que je trouve bien mieux. Je dis ça sur un webinaire en ligne, mais je le trouve toujours plus pertinent. Et au-delà de ça, ça permet ce que disait Pierre, l'échange aussi entre la promo, etc. Chose qui est beaucoup plus complexe en distanciel en tout cas. Euh, mais bon, c'est pas improbable qu'on ouvre certains cours théoriques en visioconférence et il est possible effectivement de participer en audition libre à certains cours en s'inscrivant et donc là, la visio sera complètement possible. Mais voilà, pour conclure un petit peu sur cette question du présentiel-distanciel, moi je favoriserais toujours le présentiel pour à la fois l'apport théorique, l'aspect technique on parlait des formations et l'audiovisuel, voilà, pouvoir manipuler aussi les appareils avec les formateurs en question et ne pas le faire chez soi de son côté, c'est quand même un petit peu moins rigolo. Mais voilà, c'est aussi possible en tout Ça marche, merci. cas. Si je peux ajouter un truc, il faut pas hésiter à nous contacter pour donner un peu plus de détails sur ton cas particulier, ton voyage, qu'est-ce que ça veut dire tu es en voyage en ce moment, est-ce que tu es en voyage sur 2 ans ou des choses comme ça, parce que
c'est des réponses très générales qu'on va te donner dans ce webinaire, mais on fait vraiment au cas par cas. C'est quand même plus simple de prendre rendez-vous avec quelqu'un de l'équipe pour exposer vraiment tes spécificités et qu'on fasse au mieux dans l'accompagnement. Complètement, Chloé a raison. Et d'ailleurs, je suis actuellement en train de mettre tout simplement mon email dans le chat. Et si vous avez des questions spécifiques par rapport à un projet que vous souhaitez vous faire accompagner par l'association ou quoi que ce soit, c'est tout à fait possible. Il suffit de m'envoyer un mail ou alors d'aller sur le site internet de Hans the Green Road, sur lequel vous allez retrouver aussi la page de Vaya Campus pour avoir le détail de l'ensemble des cours. Effectivement, je suis passé un peu vite dessus. L'idée, c'était pas de passer tout mon temps dessus. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas. On est là aussi pour prendre le temps de vous répondre, de vous accompagner, etc. C'est l'objet de l'association. Est-ce qu'il est possible de participer à certains cours? Je pense notamment à la réalisation documentaire. Oui, totalement. Alors peut-être que c'était pas clair dans ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en tout cas, alors, pour Vaya Campus, il y a la possibilité à la fois d'intégrer la promotion, de participer à l'ensemble du programme, donc avoir accès autant à l'accompagnement que les formations techniques, que les cours théoriques, etc. Mais il est aussi possible de participer à des cours à la carte, ce que nous, on appelle du coup l'audition libre. Donc, sur le site de Vaya Campus, tout simplement, vous allez pouvoir donc retrouver les liens d'inscription pour les différents cours. Par exemple, tous les cours de Chloé, les différentes approches de l'anthropologie, donc il y a l'approche écologiste, féministe, décoloniale, etc. Vous pouvez vous inscrire à chacun d'entre eux. Voilà. De manière générale, si vous vous inscrivez à beaucoup de cours, on vous conseille tout de même de participer au programme pour avoir l'ensemble du cursus et l'accompagnement. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé uniquement par un ou deux cours à la carte, effectivement, il est possible de s'inscrire en audition libre. Et j'en profite pour remercier Aurel pour son message qui est très touchant et sympa. Ah bah voilà. Est-ce que tu veux Du prendre la coup, parole? je prends la parole à ce moment-là. Oui, c'était un vrai plaisir de vous écouter. Je suis partie en voyage à plusieurs reprises, par petits bouts, beaucoup pour me découvrir, parce que pas possible de faire autrement. Donc, je me suis retrouvée dans beaucoup de choses de ce que vous disiez. Ça faisait beaucoup de bien par rapport à des questions que je pouvais avoir sur la légitimité de partir en voyage ou d'être sédentaire enfin, c'était vraiment, vraiment bien. Et actuellement, je suis en train de me sédentariser aussi. Et c'est pas évident tous les jours de me dire que j'aime rester à un endroit, mais j'apprends. Et dans mon approche du voyage, j'ai envie de faire partager par des balades comptées ou des petites animations de courte durée à des groupes de personnes à réapprécier justement leur entourage proche, leur environnement, des parcs, des petits coins qu'on connaît pas dans une ville, pour remontrer qu'il y a de la beauté et de l'enchantement à tous les coins de rue. Et je voulais savoir si ça semblait pertinent de participer à la formation Veilla Campus avec des projets de transmission. Parce que moi, je pense que la partie voyage, pour moi, je l'ai fait. Il y aurait une partie documentation, parce que j'avais fait tout un carnet de voyage avec des illustrations et tout, que j'aimerais partager. Mais là, ce serait plutôt, est-ce que ce serait utile pour ensuite animer des ateliers et transmettre ça? Est-ce que vous avez déjà eu ça? Alors à proprement parler, on n'en a pas eu. Bon, on a un an d'existence aussi, hein. Là, on lance la seconde promotion. Mais par contre, c'est tout à fait possible. Ce qu'on faisait dans ces cas-là, c'était aussi dire aux personnes, voilà, on appelle ça l'école du voyage engagé, etc. Comme l'a dit Pierre tout à l'heure, les cours de gestion de projet, bon, lui, il savait très bien faire. Il y avait peu de choses qu'il allait apprendre durant ce module-là. L'idée, c'est aussi de pouvoir, une fois que vous êtes inscrit au programme, de pouvoir piocher un peu parmi les cours qui vous intéressent ou non. Typiquement, peut-être que, j'en sais rien, un cours sur, bon là, je donne le cours le moins sexy de la plaquette pédagogique, mais le cours sur les rétro-planning et comment planifier son projet de voyage, etc. Effectivement, ça va peut-être pas t'intéresser, mais par contre, sur tout l'aspect technique, comment on se positionne au moment de la transmission de son projet de voyage, etc. Oui, ça pour le coup, vu qu'on forme des gens qui vont aussi transmettre derrière, via un documentaire, un podcast ou quoi que ce soit, leur récit de voyage et ou un enjeu socio-environnemental, bah, il y a
pas mal de cours, et voire la quasi-totalité, qui sont axés aussi sur cet objectif de transmission par la suite. Même très souvent, d'ailleurs, les demandes de financement sont axées plus sur le documentaire ou en tout cas l'œuvre médiatique qui va sensibiliser plutôt que le périple en tant que tel. C'est beaucoup plus rare, enfin, pas impossible, mais beaucoup plus rare en tout cas de financer un projet de ce type. D'accord, trop bien. Et ça me fait penser à une autre question qui m'est venue, c'est si jamais on a déjà du coup du contenu à partager, est-ce qu'on peut envoyer un dossier de présentation à On the Green Road? Quelles sont les démarches à suivre? Parce que pas mal de choses déjà créées. Est-ce que vous avez fait j'ai pas regardé encore si vous avez un formulaire. Mm. Alors bon, on a un formulaire d'inscription pour Vaya Campus, mais sinon tu peux m'envoyer ton dossier de présentation de projet sur mon adresse mail. On pourra en échanger par la suite. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Oui, ton projet est totalement, rentre totalement dans les cordes de l'accompagnement dans The Green Road, étant donné qu'on organise aussi ce qu'on appelle des voyages locaux. Donc effectivement, des balades dans son quartier, dans le but de le redécouvrir, etc. Donc c'est vraiment un projet sur lequel on pourra t'accompagner et avec grand plaisir. Ok, Je voulais, merci beaucoup. je voulais rajouter un truc à titre personnel. Ce qui est intéressant aussi, c'est le réseau que tu rencontreras parce il y a beaucoup de formateurs et de formatrices différentes qui ont voyagé, qui ont fait des projets, qui ont été soit conférenciers, soit créateurs, créatrices d'ateliers, enfin bon, il y a une variété de personnes qui sont formateurs et formatrices. Donc, je trouve l'intérêt dans un projet aussi comme le tien, c'est le réseau que tu vas t'y faire et les échanges que tu vas pouvoir avoir peut-être avec les individus que tu vas rencontrer et qui vont transmettre maintenant leurs connaissances. C'est quand même assez riche de ce point de vue-là. Oui, complètement. Ouais. Et justement, On the Green Road et les jours de formation sont basés où à Lyon? J'ai pas vu où. À la Maison de l'Environnement, c'est dans le 7e arrondissement, à côté de la Altony-Garnier. Ok, merci. Pour prolonger ce que dit Chloé, c'est aussi, tu l'as pas précisé, je crois Antoine, mais il me semble qu'on a tous eu un mentor ou un parrain, enfin voilà. Et l'idée du mentorat, c'est classique, mais sauf que c'est adapté au projet. Puis effectivement, avec quelqu'un qui est plutôt sachant ou en tout cas qui a une expérience voyage. Donc moi, j'avoue que le mentorat, ça a été hyper intéressant parce que c'est toujours bien d'avoir un temps un peu dédié sur le projet dans la durée. C'est-à-dire que bon, moi, ma mentor Vanessa, qui était topissime, je l'ai vue au moins 3, 4 fois. Et franchement, on va au bout du bout. C'est-à-dire qu'en fait, elle cuisine le truc. C'est l'effet miroir, quoi. Mais voilà, c'est vraiment toujours intéressant. Donc, c'est assez riche d'avoir effectivement du mentorat. Outre aussi les réunions avec toi, Antoine et Alphonse, parce que vous étiez deux aussi, à quelque part, nous accompagner un peu pour remettre à plat un peu le truc, quoi. On est assez entouré, en fait, globalement. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Je pense juste à quelque chose, si personne n'a d'autres questions, en parlant de mentorat, peut-être que ça pourrait intéresser l'association On the Green Road de se rapprocher de l'Institut de l'engagement. Peut-être que vous connaissez déjà. Un petit peu, on n'est pas directement en lien avec eux, mais on a encore envoyé des volontaires en service civique là-bas cette année. Cette année qui ils sont accompagnés par la. D'accord. Trop bien, parce que du coup, je suis lauréate cette année et bah, je me dis que c'est complètement dans le thème de présenter votre association lors d'un campus de l'engagement ou de quelque chose, parce que ça intéresserait énormément de personnes qui sont un mix entre du social, de l'environnemental, du sportif. Et lors des campus, lors d'une conférence, de pouvoir parler de ça, ou même de faire intervenir des gens comme Mélodie, Chloé, Pierre, sur des projets. On avait eu des conférences cette année et c'est complètement pertinent. Ah bon, on pourra en parler alors, ouais, ça, avec grand plaisir en tout cas. Ok, trop bien. Et écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Il est 20h00. Malgré les 10 petites minutes de retard, on aura quand même fini ce webinaire à l'heure. Eh bien, merci à tous et toutes pour votre écoute. Je remercie également Alphonse, que vous n'avez pas vu, mais qui a géré toute la partie un peu logistique du webinaire, et c'est pas toujours très simple. Et je remercie bien évidemment Mélodie, Chloé et Pierre pour encore une fois pour vos interventions. C'est toujours trop chouette de pouvoir partager des moments comme ça
avec vous et notamment bah, là, au vu de vos propos super pertinents sur comment on monte un projet, vos voyages, etc. Donc, je le répète, mais n'hésitez pas à aller les suivre sur les différentes, sur leurs différents réseaux, etc. Et à suivre leurs actus. Sinon, écoutez, je vous souhaite tous et toutes une très bonne soirée. Et puis, on se dit à bientôt. Si vous voulez suivre, enfin, revoir d'autres événements de ce type-là, n'hésitez pas à suivre l'association On the Green Road. On fait plein d'événements et en présentiel ou aussi on essaye de creuser un projet de voyage, un projet de média, un enjeu socio-environnemental. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre nos actus. Merci beaucoup. Et puis écoutez, passez une très bonne soirée.